Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et très heureux bien sûr de vous retrouver pour un numéro d'Onde de choc consacré aujourd'hui à nos cousins du Québec. On les a pas oubliés, nos cousins, ils sont bien là. C'est vrai qu'on a été beaucoup en Suisse, on a été beaucoup en Belgique, on a été au Luxembourg, on a été dans pas mal de pays francophones, mais bien sûr, et ô combien, nos amis et nos cousins québécois sont dans notre cœur aujourd'hui. On les porte, d'autant que la situation est extrêmement compliquée aujourd'hui. On le verra avec Olivier de Sénaillac là pendant maintenant 45 minutes. Lui qui est l'ancien directeur de la Fondation Droit, Liberté du Peuple. Olivier, bonsoir. Merci infiniment de nous rejoindre. Vraiment, c'est un honneur pour nous de t'avoir parmi nous. Tu es une forte personnalité dans la résistance au Québec, voire la grande personnalité. C'est super sympa de nous consacrer ces 45 minutes. D'abord, quelle est la situation sur place? Écoute, salut Richard, je te renverrai le compliment. On va rester modeste. Mais oui, effectivement, j'étais jusqu'à cette semaine le directeur général de la fondation qui a été créée par Stéphane Blais. Mettons là, si les choses en place au niveau du Canada. Il faut savoir qu'au Canada, c'est un État fédéral. Donc, on a un Premier ministre fédéral qui est Justin Trudeau, qui donc gère l'entièreté du pays. Et il y a les provinces, donc il y a le Québec, l'Ontario, Il y a l'Alberta. combien de provinces? Combien de provinces? Tu me poses une colle, je crois que c'est 8 ou 10, il me semble. Je ne vais pas te dire de bêtises, D'accord. 8 ou 10. Mais bon, Ouais, l'important à savoir. et le Québec est l'une des provinces donc, du Bah, Canada. le Québec est une des les plus grandes, qui a les plus grandes richesses naturelles, etc. C'est aussi ce qui expliquerait ceci et cela. Bon, on y viendra après. Bien sûr. Il faut savoir que le Québec donc, est dirigé par François Legault, qui est le Premier ministre, parce que chaque province gère la santé publique. Ce n'est pas le fédéral. Le fédéral n'a pas de pouvoir sur la santé publique au Canada. C'est chaque province. L'Ontario gère sa santé publique, le Québec gère sa santé publique. Donc chaque province fait ce qu'il veut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des différences entre, par exemple, l'Alberta avec Kenney, qui est le Premier ministre, qui lui avait libéré complètement les mesures sanitaires, plus de masques, plus de distanciation, et puis le Québec, où on était en couvre-feu, complètement étouffé, écrasé par des mesures complètement folles. Donc, Alors pourquoi s'en prendre directement à Trudeau si en fait le pouvoir central n'a pas tous les pouvoirs finalement? parce que Trudeau, par exemple, vient de décréter une loi qui est complètement dingue. C'est que à partir du 30 octobre, donc dans quelques jours là, les gens qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus quitter le pays. On ne peut plus prendre un avion pour sortir du Canada. C'est juste inimaginable. On n'a jamais vu ça. Même Fidel Castro l'aurait rêvé. Il n'a pas été là. Donc Justin Trudeau a fait une loi qui fait que tous les gens non vax ne peuvent plus quitter le pays. Moi, personnellement, vu que je fais du juridique avec la Fondation, je pense que ça ne tiendra jamais. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, par exemple, en tant que résident permanent canadien, je suis citoyen français. Si demain, je ne peux pas sortir du pays, je vais à mon ambassade et je leur dis, attendez, je suis en détention, qu'est-ce que c'est que cette folie? Et donc, le Canada étant une terre d'immigration comme les États-Unis, il y a plein de gens qui sont double nationaux, ou triple nationaux, ou des gens qui sont résidents. Tu ne peux pas les empêcher de quitter le pays par rapport à leur statut vaccinal. Mais en tout cas, il est allé là. Là, c'est juste complètement fou. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai dû quitter mon poste à la Fondation, puisque ma famille et moi avons décidé de quitter le Canada la semaine prochaine et de Alors retourner tu chez nous en moi. parleras et tu nous diras où on va ménager un peu le suspense pour C'est ça. nos Oui, non, mais c'est pour téléspectateurs. te faire un Pour topo. poser un peu le décor, je C'est ça. dirais. Mais c'est vrai que vous êtes extrêmement mal loti là-bas sur place. Et on le voit, et on le sent, et on le perçoit depuis le début de la crise. Le Canada, c'est quasiment ce qu'il y a de pire dans les pays francophones. C'est le pire. Avec la France, bien sûr. Mais c'est pire encore que la France. Non, c'est pire que la France. Tu veux que je te le dise honnêtement, Richard? Aujourd'hui, je vais te donner un exemple qui concerne le Québec. Pourquoi je te dis que c'est pire? On est d'accord que le pass en France, le pass de la honte, c'est le pass de la honte. Mais vous avez un pass sanitaire. Le pass sanitaire, ça vous permet quand même avec des tests, avec si tu as eu la Covid, etc., de l'obtenir. On sait que c'est le pass de la honte, mais tu peux l'obtenir. Au Québec, ils nous ont mis le passeport vaccinal. Si tu n'es pas double dose, tu es un apatride ici depuis le 1er septembre. Nous, on n'a plus de vie, on ne va plus au restaurant, on ne peut plus aller au stade, on peut plus aller au stade, on ne peut plus aller au sport, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au théâtre. On n'a plus de vie. On est des apatrides. C'est juste inimaginable, mais c'est comme ça. Et je vais même t'en compter une bonne. Si tu attrapes la Covid, tu chopes la Covid, que tu es malade et que tu t'en remets, tu n'as pas de passeport vaccinal, ils te disent allez vous vacciner 3 semaines après être remis de la Covid. Comment on peut penser à vacciner des gens 3 semaines après, alors quand on sait les anticorps qu'on fabrique une fois qu'on a attrapé la maladie? Eh ben, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est une Et folie comment tu totale. peux expliquer en fait cette situation qui est complètement ubuesque? Honnêtement, j'ai le sentiment que
D'abord, Legault suit Macron depuis le départ. C'est-à-dire ici, si tu veux savoir ce qui se passera au Québec, tu as juste à regarder ce que fait Macron 2 semaines après. Et il a toujours fait la même chose. Sauf que lui, il a été Alors, encore. Legault, il faut dire pour les téléspectateurs, parce qu'ils ont du mal à suivre, hein, ils ne connaissent pas forcément toute la C'est le situation Premier sur place. ministre du Lui, c'est le Québec. Premier ministre. Voilà, c'est ça. C'est François Legault est le Premier ministre du Voilà, lui, il Québec. dirige le Québec, donc la province du Canada. Du Canada. Lui, par exemple, pour donner un exemple précis aux gens, Legault n'a pas de compétences sur les frontières. Si Trudeau décide de fermer la frontière, Legault n'a pas de compétences là-dessus. Par contre, il a tout pouvoir sur la santé publique au Québec. Il décide de tout. Il peut fermer les écoles, les ouvrir. Il fait ce qu'il veut. Il a tout pouvoir. Donc, si tu veux, François Legault et le gouvernement du Québec gèrent depuis 18 mois la crise par sondage. Il faut savoir qu'il a une cellule de crise, entre guillemets, comme nous, on a un conseil scientifique. La cellule de crise de François Legault, c'est 16 personnes, c'est 15 conseillers en communication et un pseudo-scientifique. Donc voilà comment on est dirigé. On est en état d'urgence sanitaire comme en France depuis 18 mois. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a plus de morts dans les hôpitaux. Il doit y avoir 90 malades à l'hôpital actuellement. On est 8,5 millions. C'est complètement incompréhensible. D'ailleurs, c'est complètement fou. Plus l'épidémie disparaît, plus il donne des coups de bâton aux gens. C'est complètement dingue. C'est effectivement ce qu'on a du mal à comprendre. Et la population se révolte-t-elle? Non, il y a très peu. Malheureusement, c'est très triste. Mais déjà, de nature, les Québécois sont des gens assez soumis, un peuple soumis, c'est historique. Hein, c'est pas comme les Français où nous, on a un caractère révolutionnaire. Ici, il faut savoir qu'il y a 80, je crois, je ne veux pas te dire de chiffres erronés, mais à date d'aujourd'hui, je crois qu'on sont à 89 ou 90% de double vaccinés. Ça te donne un peu une idée de la tendance. Il faut savoir que le gouvernement nous avait dit au mois de mai que si on atteignait 70-75% de vaccination, on n'aurait plus de masques, plus de mesures, plus de distanciation, que ce serait terminé. Et à fin août, à fin août, ils ont dit ah bah non, à 70% à cause du Delta, il faut monter à 80. Maintenant, on est rendu à 90 et on veut virer le personnel de la santé parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Il faut quand même savoir, d'ailleurs, ça c'est important, c'est une info qui est tombée avant-hier. Pour la première fois depuis 18 mois, le personnel de la santé s'est tenu debout, a refusé la vaccination obligatoire et le ministre de la Santé est venu tout penaud et honteux retirer sa mesure qui était qu'à partir d'aujourd'hui, vendredi 15 octobre, ils devaient perdre leurs emplois. Parce que tu te doutes bien que retirer 26 000 personnes du système de santé au Québec, c'était le système de santé était par terre. Déjà, il ne marchait pas du tout. Mais alors, avec 26 000 personnes en moins, c'était la fin du système de santé. Donc là, c'est le premier recul du gouvernement. Voilà, donc là, c'est quand même intéressant, parce que tu disais qu'il n'y avait aucune résistance, que les gens étaient des moutons sur place, qu'ils n'avaient pas l'esprit de rébellion, et pourtant, on le voit, dans le domaine de la santé, en tout cas, ça marche de se mobiliser. C'est parce qu'en fait, si tu veux, Richard, si on compare, ici, la plus grosse manifestation qu'il y a eu depuis 18 mois à Montréal, elle a peut-être fait, on ne va pas se disputer sur les chiffres, mais on va dire entre 80 et 110 000 personnes. On est 8,5 millions. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas de mobilisation comme vous avez fait, vous, en France, même si on sait que le gouvernement ment sur les chiffres. Nous, on la connaît, la réalité des chiffres dans toutes les villes. Ici, c'est une marche toutes les 3 semaines dans la ville de Montréal, ou alors il y a des petites manifs de 5, 6, 700 personnes, mais ça n'a pas d'influence, si tu veux, sur l'édition du gouvernement. Le gouvernement s'en fiche complètement. Il y a les médias, les médias officiels touchent 13 millions par mois du gouvernement, donc font une propagande terrible. Il n'y a aucun débat public, contrairement à la France. Au moins, en France, vous avez des débats, ce qui n'existe pas au Québec. Ah bon? Ah non, tu me l'apprends. Ah, il y a zéro débat. Au Québec, il y a zéro débat. Non, mais tu m'apprends qu'en France, il y a des débats. Je ne sais pas avec qui ils Non, mais sont ce que je veux dire, il y a et des où débats. ils sont, mais on Non, ne mais les voit pas. Hein. Non, mais il y a des débats. Tu vois, par exemple, Raoult, il est interviewé sur CNews. Ouais, bon, il y a 36 mais... mois, quoi. Tu vois ce que je veux Oui, mais dire. tu vois ce que je veux dire. Ça existe. Au Québec, ça n'existe pas, ça. Ici, si tu oses tenir un discours différent du discours officiel, tu es traité de complotiste, tu te fais massacrer. Il n'y a aucun débat, jamais. Il n'y a jamais eu de débat. Il y a une version, c'est celle du gouvernement et aucune autre. Donc, si tu veux, les gens ont été gravement brainwashés. Et donc, tu vois, même encore aujourd'hui, des gens se promener avec les masques en voiture. Enfin, c'est complètement fou. Enfin, les gens sont peureux, quoi. C'est Alors, fou. Alexis Cossette, hein, qui est vraiment un de nos amis et qu'on estime vraiment, vraiment beaucoup. Hein. On a une considération pour lui qui est sans nom. Il nous disait qu'il avait peur pour lui parce que forcément, toutes ces personnes-là sont dans le collimateur, non seulement des autorités, mais également de la justice. Toi, tu as été inquiété tout ou tard ou pas? Non, Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Tu connais des gens autour de toi qui l'ont été? Non. 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 Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas encore des descentes de police comme on aurait pu le redouter. Quoi. Non, à ce niveau-là, non, on n'est pas, nous, on est stigmatisé
par les médias, on se fait laminer par les médias, ça oui, mais il n'y a pas de descente de police. Après, nous, à la Fondation, c'est particulier. Nous, on a un organisme juridique, c'est-à-dire que nous, on fait du juridique. On a déposé une des plus grandes poursuites dans le monde, sans prétention, c'est la Ah ouais. réalité. On a déposé une des plus grandes poursuites dans le monde contre un gouvernement. Ça prendra des années, parce que tu sais comment marche le système judiciaire, et encore ici, c'est encore pire qu'ailleurs, mais ça mettra des années. On a été chercher, créer un réseau énorme avec tous les gens qui ont participé à Hold Up et puis d'autres experts anglais et canadiens, etc., qui font que tout ça est appuyé par des expertises scientifiques. Maintenant, il faut savoir une chose, et c'est intéressant, au Canada, à travers tout le Canada, il n'y a aucune décision judiciaire en 19 mois qui a été favorable. Il y a quand même un problème, il y a un sérieux problème, Richard. En 19 mois, pas une décision d'une cour favorable. Donc le gouvernement piétine le gouvernement fédéral et provincial piétine les libertés et les droits individuels, marche sur la charte des droits et libertés, et se fout complètement des décisions de la Cour suprême. Donc c'est un vrai problème. C'est, comme tu l'as dit tantôt, le Canada est un des pays les plus frappés par les mesures répressives, quoi. Ouais. On voit également des scènes aujourd'hui de révolte en Australie notamment, parce que l'Australie, c'est épouvantable ce qui se passe sur place, mais la population quand même se rebelle. En Mmh. Italie aussi, on les voit qui sont très, très motivés à essayer de regagner leur liberté perdue. Et puis malheureusement au Canada, donc malgré les appels incessants d'Alexis, malheureusement, la population, tu le dis, et ça, c'est assez surprenant parce qu'on aurait pu croire quand même qu'il y avait chez nos cousins canadiens quand même, parce qu'on est extrêmement suivis là-bas, donc on sent quand même une mobilisation très importante quand même sur les réseaux sociaux, mais Sur les réseaux sociaux, oui. malheureusement qui se matérialise pas par une participation active dans la rue, c'est ce que tu dis. Bah non, bah de toute façon, tu n'as qu'à regarder les chiffres de vaccination. On est à 90% de la population, 88, Oui, c'est mais, rentable. oui, mais alors là, il faut faire attention parce que les gens disent ça. Mais on sait très bien que dans les vaccinés, sur ces 80% de vaccinés, il y en a peut-être que 20% qui y sont allés de leur plein gré. D'accord, mais Les Richard, autres, ils y sont allés parce que ils y sont obligés. oui, On ils y nous sont l'a obligés, dit, mais on a eu des gens au téléphone encore hier. On était avec Natacha hier au téléphone. On a eu je ne sais pas combien de personnes qui nous ont dit ben, nous, on est obligés d'y aller parce qu'on a nos enfants qui sont en bas âge et on veut quand même les accompagner au cinéma. Nous, on est obligés d'y aller parce qu'on travaille dans les milieux professionnels. On ne peut pas rater des restaurants à midi avec nos clients. On est obligé d'y aller pour ci et pour ça. Les gens sont obligés. Ils non, n'ont non, pas mais le c'est, non, non, choix. mais c'est, non, non, c'est clair. Mais oui, mais on va faire une comparaison. Les Américains qui sont à 100 kilomètres de chez moi, ici, ils sont à 52% vaccinés. Ils ne sont pas à 80%. Ils sont à 52%. Les États-Unis, c'est 52% de taux de vaccination. Et ça ne monte pas. Et Biden, on viendra parler des États-Unis, je te ferai une situation globale des États-Unis. Tu vas voir qu'aux États-Unis, il y a des montagnes de procédures judiciaires et les procédures judiciaires sont favorables à la population plus qu'au gouvernement malgré que Biden tente d'imposer des tas de mandats, des tas Ouais, j'ai bien compris. On parlera des États-Unis dans un instant, mais justement, ce décalage qui existe entre la réalité du terrain et les chiffres, tu ne penses pas que c'est dû justement au fait ce soit des États fédéraux avec justement un émiettement et un pouvoir qui est délocalisé et donc un pouvoir qui appartient finalement aux leaders des régions? Non, je pense que la télévision et les médias, le fait qu'il n'y ait pas de, il y a que deux médias ici et qui touchent 13 millions par mois partout à travers le Canada et que Trudeau ait donné des millions à tous les médias, a fait que ça a brainwashé la population. Beaucoup de gens, tu parles avec eux, ils ont peur. Et je peux même aller plus loin que ça. Je pense que le Premier ministre du Québec lui-même a peur. Donc c'est un vrai problème. On est face à des gens qui ont peur, ils sont apeurés. Tu te rends compte quand il y a quelques mois, c'est même fou. Je ne sais pas si tu as vu cette image du ministre de la Santé qui vient en conférence de presse et qui met deux masques sur le visage. Parce qu'ils ont essayé, ils ont tenté le coup ici d'imposer deux masques sur le visage des gens. Et le ministre lui-même vient, il met deux masques en conf de presse. Tu es là, tu te dis, mais voyons, c'est quoi cette folie? On est dans un délire collectif. Puis surtout, il y a un engrenage mensonger, mais ça, tu connais ça, en France, c'est la même chose où ils nous font le masque n'est pas utile, le masque est obligatoire. Le défi 28 jours, faites un effort 28 jours, vous avez vos libertés. Le défi 28 jours dure 3 mois. On nous a mis un couvre-feu. On est quand même le seul endroit en Amérique du Nord où on a un couvre-feu au mois de janvier qui devait durer 15 jours, qui a duré quasiment 4 mois et demi. On nous dit quand vous serez à 70% de vaccination, vous retrouvez la vie normale. On est à 90% et on continue à nous taper sur la tête. Tu comprends que ces gens n'ont plus de crédibilité. Ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Donc, ce qu'on espère Ouais, tous ici, et malgré tout, les gens les suivent. Mais toi, quand tu parles non, de. non, je pense, Richard, qu'il va y avoir un changement parce que là, l'histoire de la troisième dose, là, il y en a qui commencent à se réveiller. Tu vois, plus ils frappent fort, plus à un moment donné, les gens, ça les réveille quand même, hein. En tout cas, si tu peux en être convaincu, en France, visiblement, la troisième dose ne passe pas, mais pas du tout.
Tu sais comment on l'appelle la troisième dose? Le booster chez Pfizer. Et c'est-à-dire que en fait, cette troisième dose va avoir une telle charge qu'elle va pouvoir subvenir aux besoins des gens pendant 5 ans. Et donc ça, c'est absolument terrible. Et ensuite, chaque année, il va y avoir des pilules qui vont venir remplacer la picouse, figure-toi. Je sais. Ouais. Donc ça va de mal en pis. Et c'est vrai que la population commence à ouvrir les yeux singulièrement, même si aujourd'hui, il y a une certaine forme de, je dirais, de ralentissement dans la mobilisation générale. On le voit le week-end, notamment à travers ces participations aux manifestations. Mais toi, donc, tu as décidé finalement de prendre la poudre d'escampette, de partir sous d'autres cieux, plus clément sûrement, les États-Unis. Alors Bah, parle-nous maintenant dans cette deuxième partie d'émission des États-Unis. Bah, c'est pas de prendre la poudre d'escampette. C'est que simplement, on a une vie de famille. Et je fais juste que retour sur le Canada, si tu veux. Je pense que vous avez eu le même discours en France. On fait que nous répéter, oui, vous comprenez, pour les jeunes à 15, 16, 17 ans, c'est grave, perdre un an, etc. Moi, je vais répondre une chose. Nous, on est des gens de 49, 50 ans et plus. Si perdre un an ou un an et demi de notre vie, c'est pas important, moi, ça l'est. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai moins devant que j'en ai derrière. Tu comprends? Donc, il y a un moment donné, quand je sais qu'à 100 kilomètres d'ici, bah, la vie est quasi normale, parce qu'aux États-Unis, il faut le savoir, la vie est quasiment normale, hormis les États du Nord-Est qui font un peu comme le Canada. Tout le reste des États-Unis, je veux dire, les gens vivent normalement. Les stades de foot américains sont pleins, ils sont 100 000 au stade. Tous les week-ends, tu vois les matchs de college football, il y a 80 000 personnes dans les stades. Il n'y a pas de masque. La Floride, le Texas, eux, ça va même plus loin. Ils ont voté dans leurs États l'interdiction d'un passeport vaccinal, l'interdiction du masque, l'interdiction de tout. Donc, si tu veux, il y a une différence qui est tellement astronomique entre ce que vous vivez en Europe et ce qu'on vit au Canada que c'est clair que j'ai la possibilité, grâce au métier, d'avoir un visa qui me permet, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai un visa qui me permet de retourner vivre en Amérique parce que je vivais déjà en Amérique avant de venir vivre au Canada. Et que oui, on a une soif grande, immense de liberté et de plus vivre, de voir à la télévision parler de la Covid. Aux États-Unis, je te le dis, Richard, personne ne parle de la Covid. Je veux dire, la Covid, c'est une crise qui est terminée. La Floride a vécu pas la quatrième vague, mais la troisième, parce qu'ils n'en ont eu que 3 vagues, où les cas ont monté avec le Delta. Ils l'ont parfaitement encaissé et géré. Il n'y a eu aucune décision politique du gouverneur DeSantis. Il a laissé rouler l'économie à fond de balle. Les hôpitaux ont encaissé le choc. Et là, depuis 10 jours, les cas ont baissé de 81%. Ce qui prouve bien que les décisions politiques n'ont aucune incidence sur le virus. Le virus fait ce qu'il a à faire, il fait son travail. Une fois qu'il a fait son travail, merci, bonsoir, il disparaît et la vie continue. Donc les Américains, et puis les Américains ont une chose qui est très, très importante, c'est qu'ils ont la Constitution qui les protège. D'ailleurs, je vais revenir à l'Australie. Tu parlais de l'Australie. Tu dois savoir pourquoi l'Australie, ça se passe comme ça. C'est parce qu'en Australie, ils n'ont pas de constitution écrite. Ouais, ouais. C'est ça le problème de l'Australie. Donc, c'est pour ça que les autorités font ce qu'elles font. Mais aux États-Unis, on doit rappeler aux gens qu'il y a la Constitution qui les protège et puis il y a les armes. Rappelez-vous qu'en mars, vous ne l'avez peut-être pas vu en Europe, mais en avril-mai 2020, après la première vague, les capitoles dans plusieurs États ont été pris par la population avec les armes. Donc, ça ne blague pas aux États-Unis. La Constitution protège. Ce que je t'expliquais tantôt, Biden a le pouvoir, effectivement, je sais qu'il a décidé de rouvrir la frontière américaine au monde entier pour les doubles vax. Okay, ça, c'est de sa compétence, c'est fédéral. Par contre, il n'a aucune influence sur ce que font les États. Il ne peut pas imposer à DeSantis en Floride ou au Texas la vaccination obligatoire. Il ne peut pas imposer un pass vaccinal, etc. etc. Et Donc, toi, comment tu vas faire, Olivier, pour repartir aux États-Unis alors si tu n'as pas le double vax? J'ai aucun problème. Moi, je rentre aux États-Unis le week-end prochain. En fait, il faut rentrer aux États-Unis avant le 8 novembre. Mais de toute façon, là, je rentre dans des cas particuliers. Moi, j'ai un visa média. Donc, avec un visa média, je suis considéré comme travailleur essentiel. Donc, de toute façon, je ne suis pas concerné par la double vaccination. Même mieux que ça, je n'ai même pas besoin d'un test si je passe la frontière terrestre. Mais je suis un cas particulier. Pour le grand public, c'est un peu différent. Si tu veux, le fait de pouvoir rentrer vivre aux États-Unis, c'est en réalité une vraie protection, quoi. Je vais comparer avec l'Espagne. Tu es en Espagne, je crois. En Espagne, tu as vu que plus personne parle de la Covid. La vie est quasi normale en Espagne. Les ouais, on n'en parle plus à la télévision, ni à la radio, ni rien. Exactement. Là, c'est vrai que maintenant, c'est quasiment passé comme inaperçu, là, maintenant. Et c'est vrai qu'on a franchi un cap. On a franchi un cap dans ces pays-là. Et pourtant, le Québec et la France restent aujourd'hui au cœur du système. Alors là, c'est la grande question que je vais te poser. Toi qui as vraiment pignon sur rue à travers cette fondation, qui connaît quand même, qui a le bras long, qui connaît bon nombre des grands résistants aujourd'hui, pour les financer de façon directe ou indirecte. Tu vois les choses comment, toi, dans les jours et les semaines qui viennent, en France et au Québec? On va assimiler ça, les deux.
On peut parler de la Belgique, mais on a fait des émissions sur place. On peut parler de la Suisse, mais on a été également sur place et on y retournera. Mais là-bas, sur place, Québec et France, tu vois ça comment? Bah, écoute, Richard, je vais te donner une image que je donne à beaucoup de gens. Je ne sais pas si tu connais le baseball. Bon, je sais pas si Ouais, tu as joué au ouais, baseball. ouais, j'ai vu des matchs. Ouais. Bon, alors si tu connais le baseball, voilà la comparaison que je vais te faire. Le baseball, un match de baseball, ça se joue en 9 innings, en 9 manches. Ouais. Compare le baseball, considère que chaque manche, c'est une année. Donc on va se dire qu'un match de baseball dure 9 ans. Moi, je considère que la première manche, le premier inning, on l'a perdu. Le premier combat, on l'a perdu face à la pression médiatique, l'argent, etc. Sauf que, je rappelle aux gens, rappelez-vous que le baseball, ce n'est pas la première manche que tu dois gagner, c'est avoir gagné à la neuvième. Donc je pense que c'est un combat qui va durer 9 ans, c'est à peu près leur plan, de toute façon, l'agenda 2020-2030. Et je vais donner un exemple qui concerne les Français. Rappelez-vous un ancien président français s'appelle Nicolas Sarkozy. Ils ont mis 11 ans à le rattraper, mais la justice a fait son travail. Et aujourd'hui, il a 2 condamnations et il a encore 7 ou 8 procès derrière. Donc je pense qu'il va se passer la même chose. D'ailleurs, c'est mon objectif et mon combat. Tu le sais, je suis entré à la fondation pour ça. C'était mon objectif, c'est de faire condamner ces gens. Je pense que pour l'instant, ils ont gagné la première partie, mais le temps va faire les choses. La justice va faire son travail. Des gens comme nous qui nous battons au quotidien avec des avocats, avec des procédures judiciaires, vont amener tous ces criminels, parce que je les appelle comme ça, ce sont des criminels. N'oubliez jamais que c'est les gouvernements qui sont responsables des EHPAD ou des CHSLD ici au Québec, qui ont laissé mourir des dizaines de milliers de personnes dans leurs excréments, etc., dans leur gestion catastrophique. Donc, ils sont responsables de mort. Donc, la justice va prendre le temps. Et d'ici 10 ans, ces gens-là seront condamnés, ou en tout cas traînés devant les tribunaux. Moi, c'est ma vision. Maintenant, il faut que la résistance continue. Il faut continuer à se battre. Il faut se battre avec les tribunaux. Il faut se battre avec les moyens légaux. La rue est importante, très, très importante. Il y a certains pays où ça bouge beaucoup plus dans la rue que dans d'autres. Mais je pense que c'est un combat qu'on gagnera à long terme. Ça sera long. Et C'est un tu très long combat. et tu penses pas que malheureusement, le temps de latence entre les décisions judiciaires et les prises de position politiques crée justement un gap qui malheureusement va un peu à l'encontre des intérêts de la population? Bien sûr, bah, c'est pour ça qu'ils le font. Parce qu'ils savent. La politique, tu sais, c'est comme on compare ça avec les réseaux sociaux. La vitesse des réseaux sociaux ou de la politique, c'est pas le temps de la justice. C'est tout le problème. Malgré que tu puisses faire des référés ou des injonctions, des choses comme ça, malheureusement, ils vont plus vite. Alors, la chose importante, et c'est tout le travail, d'ailleurs, je t'en félicite, j'en profite de te passer le message, et tu le sais, je te l'ai déjà dit, ce que tu fais, ton travail est remarquable, d'information et d'éveil collectif. C'est fondamental que les gens se tiennent debout. Il faut résister le plus possible, résister, 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 parce qu'il se passe des choses judiciairement. On va revenir en Amérique. Je te disais tantôt qu'aux États-Unis, un exemple qui devrait donner beaucoup d'espoir aux gens, United Airlines, la compagnie américaine, a décidé de vouloir faire vacciner son personnel. Ils se sont soulevés, ils ont pris un recours collectif, un recours judiciaire, et le juge, avant-hier, a donné sa décision, interdiction. Donc le personnel de United Airlines ne sera pas vacciné et ils ont gagné en justice. Mais j'en ai plein des exemples comme ça dans plein d'États aux États-Unis. Les cours font leur travail. Donc c'est long, mais c'est la justice qui va nous faire sortir de cette crise. Mais on aimerait que ces cas-là fassent jurisprudence et pourtant ils ne le font pas. Parce que force est de constater que malheureusement, aujourd'hui, même si on se bat, et tu es le premier à le reconnaître, les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait, Non, Olivier. bah non, bien C'est sûr, moins, on n'est pas. c'est moins qu'on puisse dire. Qu'en est-il de la vaccination? Parce que nous, si on fait tout ce combat, et on va te dire la vérité, ce qu'on a au fond du cœur, on fait tout ce combat pour nos enfants. Bah Et oui. aujourd'hui, on voit que, notamment chez les moins de 12 ans, ils commencent à être très fortement vaccinés. Il y a Alain, qui était en Corse, qu'on a eu cet après-midi au téléphone, qui nous a dit, mais martelez ça, le vrai combat, il est là. C'est la vaccination. Ces millions de jeunes aujourd'hui qui sont vaccinés, qui ont moins de 12 ans. C'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre. La population devrait se révolter autour de cela. Et pourtant, force est de constater qu'elle ne le fait pas encore. En tout cas, Oui, suffisamment. oui, mais nous, on se bat contre ça. On a Alors, vous en engagé êtes où, vous en êtes où à ce niveau-là sur la vaccination des jeunes au Bah, Canada, on au a Québec et mandaté, au Canada? on a mandaté Alexandra Orion-Caude, qui est une des expertes de la Fondation, nous a rédigé un très gros rapport sur la vaccination qui va servir pour les tribunaux. D'ailleurs, les rapports qui ont été faits par Christian Perron, Toubiana, etc., tous ces rapports-là, dont la Fondation les propose au monde entier. Si des avocats en ont besoin pour des procédures, on les met à disposition de tout le monde. J'ai même été contacté par des gens en Polynésie qui vont les utiliser. J'ai des gens en Colombie qui nous ont contactés. Donc, tu vois, c'est un combat qui est vraiment mondial. Et sur la vaccination, évidemment que c'est la chose la plus importante. On est malgré tout quand même d'une certaine manière protégé par le code de Nuremberg et puis par certaines décisions de cour au niveau de la Cour suprême
qui interdisent la vaccination obligatoire. D'ailleurs, Richard, je crois même que tu en as parlé toi-même. Pourquoi aucun gouvernement n'a été sur la vaccination obligatoire? Parce qu'ils le savent qu'ils ne peuvent pas aller là. Donc, ils le font de façon détournée. Ils mettent de la pression, ils font croire que les gens vont perdre des droits, etc., etc. Mais dans les faits, n'oubliez jamais une chose très importante que les avocats nous répètent sans arrêt. La loi qui prime, c'est la loi du pays. Et tant que le pays ne déclare pas la vaccination obligatoire, vous ne serez jamais obligé de prendre la picouille. Jamais. Parce que c'est la loi. Une société, par exemple, ne peut pas t'imposer la vaccination si le gouvernement ne le décide pas. La vraie question, c'est pourquoi les gouvernements, s'ils voulaient se faciliter la tâche, ils auraient déclaré vaccination obligatoire, puis il n'y a plus de débat. Or, ils ne le font pas. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller là. Il y a trop de décisions de justice qui font que c'est bloqué. Mais le problème, c'est que la pression psychologique qui est mise sur les gens pour leur travail, pour le voyage, pour tout ça, fait que les gens craquent les uns après les autres. Je le vois même dans mes propres amis. J'ai des amis, moi, qui étaient contre la picouse et puis qui y ont été parce qu'ils m'ont dit, Olivier, à un moment donné, je veux voyager, je veux travailler, etc. C'est ça qui est terrible. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'avec le nouveau traitement qui arrive de Merck, etc., ils vont pouvoir continuer cette folie? Pourquoi? Parce que tu le sais comme moi qu'on ne peut pas imposer une vaccination s'il y a un traitement. Un traitement va sortir. Donc, en théorie, la vaccination devrait s'arrêter. Mais ils vont jouer sur la troisième dose. Alors, regarde Israël, ce qui se passe. Ils n'en sont pas à la troisième, sur la quatrième. Ouais, ils avaient fait ça avec le remdesivir, justement, comme faux prétexte, en disant comme ça ne marche pas, on est obligé de mettre la vaccination. Alors justement, Olivier, pendant que j'étais ici là, en ligne, en direct ce soir, pour le plus grand plaisir, j'imagine, des téléspectateurs qui doivent boire tes paroles, j'ai cette question quand même qui me taraude de l'esprit là aujourd'hui en t'écoutant. Je me dis que finalement, au niveau juridique, malheureusement, toi, tu jettes l'éponge de cette fondation, forcé et contraint, parce que tu es obligé de partir sous d'autres cieux. Mais Richard, je continue le combat, moi. J'ai pas jeté. Non, non. Il faut pas dire que j'ai jeté le combat. Moi, je vais monter le combat différemment. Moi, aux États-Unis, je pars pas aux États-Unis pour me bronzer les pieds. Je te l'ai expliqué et je peux le dire aux Non, gens. mais ça, je sais Voilà. bien, mais concrètement, dans les faits, même si tu resteras philosophiquement très proche de cette fondation, malheureusement, tu as annoncé quand même ton départ. Donc, c'est compliqué de voir aujourd'hui des personnes clés à des postes clés, malheureusement, aujourd'hui, être obligées, parce qu'il ne peut pas en être autrement, on l'aura très bien compris à travers toutes tes explications. Mais toi, tu es obligé de partir aujourd'hui. Tu ne peux pas faire autrement. Oui, C'est cela. oui, mais parce que je veux réorienter et le combat. Si tu veux, moi, pour la Fondation, j'estime aujourd'hui qu'il faut regarder au-delà de l'aspect du Québec, qui, à l'échelle de la planète, est un point microscopique sur l'échelle sur la map monde. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est les États-Unis. Ce qui est Donc, tu important, penses qu'en allant aux États-Unis, tu peux faire davantage ah avancer oui, les choses. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement alors sur aux place? États-Unis, je veux aller chercher des grands noms, des grands personnages comme Rand Paul, le médecin le sénateur Rand Paul, le gouverneur de Floride DeSantis, Trump, le fils de Trump Junior, la procureure avocate Sidney Powell, Ioannidis, le grand épidémiologiste, et divers grands avocats qui ont eu des victoires en cours contre justement le gouvernement américain, parce que c'est l'union de ces gens-là avec la résistance canadienne et européenne qui fera qu'on fera tomber toute cette folie. Les gens qui nous dirigent, pourquoi tu penses que ça fonctionne? Ils sont conseillés par McKinsey, qui conseille ici le Premier ministre du Québec, qui conseille Macron, qui conseille partout. Eux, ils se sont unis. Nous, si on veut s'en sortir, il faut s'unir de la même manière. Et la puissance des Américains, tu le sais comment fonctionnent les Américains, je te le dis, on a la chance, ça c'est une chance incroyable grâce à la Fondation. On a comme avocat Rocco Galati, qui est le plus grand constitutionnaliste au Québec, qui a comme associé Robert F. Kennedy. Tu comprends bien que je ne vais pas aller taper à la porte de Donald Trump ou de Trump Junior. Bonjour, je suis Olivier Sénéac. Non, je vais rencontrer ces gens parce que Robert F. Kennedy va m'ouvrir la porte de ces gens-là et ça permet de faire un réseau énorme comme on travaille aujourd'hui avec Rainer Fulmich au niveau du procès Alors international, justement, etc. puisque tu parles de Fulmich, Rainer Fulmich, c'est vrai que de très nombreuses personnes, et moi le premier, hein, si je dois le reconnaître, on avait vraiment misé énormément sur lui. On avait entendu tout son programme, on pensait que c'était finalement notre sauveur au niveau juridique, en tout cas la personnalité phare dans ce domaine-là. C'est lui qui allait traîner tous ces hommes devant les tribunaux, les uns après les autres, comme dirait Gérard, avec une sorte de jugement populaire requis. Et pourtant, dans les faits, maintenant, il est un peu en perte de vitesse. En tout cas, on n'entend plus parler de notre ami Fulmich. Non, pas du tout, Richard.
Pas du tout. Nous, on est en contact avec lui. Rainer a Alors, monté. concrètement, rassure-moi alors, qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui? Rainer a monté un réseau d'avocats mondial. Tu sais, c'est un travail qui est colossal. On se l'est dit tantôt. La justice, c'est pas le temps de la politique ni des médias sociaux. Donc, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de Donc, il faut déclarations. tisser des liens, ça prend du temps. C'est énorme. Moi, l'avocat de la fondation travaille et faisait des réunions d'avocats avec lui. Il a réuni, je crois, plus de 100 avocats à travers le monde pour monter des dossiers. Et lui, ce qu'il explique, et c'est d'ailleurs une très bonne stratégie, il dit qu'il faut commencer par avoir des décisions de cour en local favorables qui ensuite permettront de monter des procès à l'international pour faire condamner tous ces gens. Rainer Fulmich est très important, est un monstre dans ce combat-là. Sauf qu'effectivement, il s'est mis un peu en retrait d'un point de vue média parce que c'est un travail colossal et harassant. Et il vit en plus entre les États-Unis, entre San Francisco Et l'Allemagne, oui. et l'Allemagne. Donc, il a un réseau d'avocats américains, canadiens, je peux t'en nommer, Swinwood, Dominique qui travaille avec lui, etc. Il a des avocats un peu partout dans le monde qui travaillent, il a des réunions régulières. Donc, ce n'est pas parce qu'on les voit moins, ces gens-là qui ne travaillent pas moins, je te le dis, moins tu les vois, plus dis-toi qu'ils travaillent encore plus. Donc, c'est Mais ça ils peuvent être condamnés donc, pour crimes contre l'humanité, comme on imaginait au départ. Après, ça, c'est du juridique. Moi, je ne suis pas avocat, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais D'accord, oui, je comprends bien. ils peuvent être poursuivis pour crimes contre l'humanité, bien sûr, ou au moins, mise en danger Et de la vie d'autrui, ouais. de la vie d'autrui. Je veux dire, on a retiré des traitements. Comment t'expliques, Richard, que dans le monde entier, on ait retiré des traitements qui, aujourd'hui, on sait qu'ils fonctionnent? Je veux dire, c'est un crime, ça. Ça, c'est un crime. Mais c'est pour ça Alors, que je te dis, ça prendra du temps. Mais fais-moi confiance, j'allais te dire, crois-moi, on s'en reparlera dans quelques années. Tu verras que ces gens s'assiront sur des bancs de justice. Je te le dis, je le sais. Je le vis, moi, je suis quelqu'un qui est très spirituel puis qui visualise les choses. Je le visualise, mais je suis conscient d'une chose, c'est que ça ne se passera pas dans les 2 ans. Ça mettra 7, 8, 9, 10 ans. Mais ils seront tous condamnés. Fais-moi confiance là-dessus. alors, dans toutes les personnes qui comptent aujourd'hui, je dirais un haut niveau, même si chaque individu qui nous regarde est à un haut niveau, mais en tout cas dans les responsabilités, dans ce pouvoir de réseau, de centraliser un maximum de choses, d'organiser également, toi, tu as pris, Olivier, une part essentielle. Comment arrives-tu, toi, à faire financer cette fondation? Ça, c'est l'une des grandes questions. Nous, on a la fondation, je dis nous, tu vois, je suis encore dedans, même en étant parti, je suis encore dedans, c'est tellement le combat de ma vie. C'est la fondation que Stéphane a toujours fonctionné sur le socio-financement. C'est-à-dire, c'est la population, les gens qui suivent la fondation, qui croient en la cause, qui donnent, qui font des dons réguliers, etc. On n'a pas de mécène derrière nous, on n'a pas de financement public, ni du gouvernement, ni de personne. C'est vraiment le public qui est dans la résistance qui finance. Donc, c'est grâce aux interventions qu'on fait de façon médiatique et régulière qui font qu'on on arrive à vivre et à payer tout ce qu'il y a à payer. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, plus le combat est long, plus il faut d'argent, plus ça devient compliqué parce que ce n'est pas un puissant fond pour les gens de donner régulièrement à la fondation, tu vois. D'accord. Alors là, juste un petit souci parce que je suis un peu mal garé. Et là, on klaxonne de tous les côtés. Donc, heureusement, j'ai une personne dans le camping-car qui a pu rassurer les voitures qui passaient à côté. C'est pour ça que j'étais un peu perdu là pendant un court instant. Mais voilà, c'est non, pas c'est du grave. socio. Mais donc, la fondation, oui, effectivement, la fondation est donc est sponsorisée par les dons, en quelque sorte. Du Comme du public. reste, cette télévision, hein, la Une TV, on a eu des sponsors qui s'étaient annoncés. On a décidé de ne pas suivre leurs recommandations parce qu'on ne savait pas très bien qui étaient ces personnes derrière tout cela, et on s'en est méfié même à un moment donné. Et donc, on a préféré se baser exclusivement sur les dons, des dons qui sont aujourd'hui gérés, il faut le dire, puisque tu m'en donnes l'occasion, par 2 policiers, des ex-policiers, qui gèrent ces dons, effectivement, qui arrivent par une société et une association en Suisse. Okay. Voilà, comme ça, c'est très clair pour tout, comme ça, c'est très clair pour tout le monde. Nous, pour la fondation, c'est la même chose. Déjà, Stéphane étant CPA, c'est-à-dire comptable agréé, tu te doutes bien que c'est très bien géré. Nous, on rend carrément public, les états financiers au moins 2 à 3 fois par an, alors que la loi nous obligerait à le faire qu'une fois par an. Stéphane a une transparence totale, rend les comptes publics 2 à 3 fois par année. On est un organisme qu'on appelle au Québec un OSBL, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, on est enregistré. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas plaisanter avec ça. Tu te doutes bien que la première chose que le gouvernement aurait attaqué, s'il y avait le moindre centime qui n'était pas utilisé à bon escient, il nous serait tombé dessus depuis longtemps, puisqu'on se bat contre eux. Bien sûr. Bien sûr, on est dans l'œil du collimateur, bien entendu, et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, évidemment. Notamment avec les dons. Alors, justement, puisqu'on arrive maintenant, malheureusement, au terme de cette émission d'ici 4-5 minutes, je tiens à te poser cette question-là. Justement, tu parlais de Biden et de Trump.
On avait beaucoup parlé d'un retour de Trump. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. L'affaire est pliée, d'après toi? Là, c'est drôle que tu parles de ça, parce que tu parles de mon ami Alexis. Tu citais Alexis Cossette, etc. Bon, avec Alexis, ça c'est une petite anecdote. J'ai un pari avec lui qu'on a lancé depuis longtemps. Lui, il parie que Trump reviendra en 2024. Moi, je lui ai dit, ça ne reviendra pas avant 2024. Maintenant, moi, mon point sur Trump, d'abord, je vais dire à tout le monde que je ne crois pas au sauveur unique. Le sauveur, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est chaque individu. Il n'y a pas de Ouais, sauveur unique. ouais, Maintenant, ce que je pense, et les faits ont l'air de nous donner ça, c'est que Biden, à la base, on savait tous que bon, il y a la fameuse fraude électorale. On sait que Biden fait partie des mondialistes, qui l'ont mis là pour mettre justement passeport vaccinaux, identité numérique en place, etc. Et au final, tu t'aperçois depuis qu'il est là que toutes les décisions qu'il prend sont des décisions que prenait Donald Trump. Alors, comment t'expliques ça? Est-ce qu'il y a une continuité de gouvernement? Est-ce qu'il est sous influence de Trump? Est-ce qu'ils lui ont dit, tu as volé l'élection, mais tu vas faire ce qu'on te dit parce que l'armée est derrière? Et puis tu vois que les débâcles c'est bien que la débâcle en Afghanistan, c'est horrible pour les gens qui sont morts, mais la débâcle en Afghanistan, c'est Biden qui la paye. Aujourd'hui, je crois, il est à 35%, je crois, c'est dans les sondages, on n'a jamais vu ça. Enfin, il est même, je crois que les démocrates sont dépités. Donc, quel est le rôle de Trump derrière ça? Je ne peux pas te le dire. Si c'est une opération militaire, tu sais comment que les militaires te révéleront jamais ces secrets-là, donc on ne le saura jamais. Par contre, ce dont je suis intimement convaincu, c'est qu'en 2022, pour les midterms, les États vont devenir rouges quasiment partout. Les républicains vont faire une razzia et Trump va probablement se présenter pour 2024. Alexis, si tu parles Alexis va dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que si Trump ne revient pas en 2024, c'est fini. Moi, je pense l'inverse. Je pense que le ticket gagnant, c'est DeSantis Trump pour 2024. Alors justement, c'est ma dernière question, mais toi tu es français d'origine. C'est vrai que tu es parti t'exiler là-bas. Euh, Tu vois les choses, toi, comment en France, justement, pour les élections présidentielles? Parce que ça, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer là. Ils sont tous en train de se tirer dans les pattes les uns les autres. D'après toi, c'est pour, d'une part, une opposition contrôlée, et puis d'autre part, pour morceler, pour mieux régner, c'est ça? Et pour Moi, je pense président. que Quelle est ton analyse dessus? Moi, je pense que, comme Alexis l'a dit dans son dernier web journal, je pense qu'effectivement, l'oligarchie a, entre guillemets, intronisé d'une façon un peu spéciale Zemmour. Parce que Zemmour, il passe de 0 à 17% en un claquement de doigts comme ça paraît complètement fou. Mais on sait, toi et moi, que les sondages 6 mois avant une élection, ça veut strictement rien dire. C'est juste pour orienter l'opinion. On sait très bien, c'est comme au Québec, hein, on sait très bien que les sondages, Ouais, quand on sait par qui ils sont tenus, surtout en France, ces instituts de sondage, hein, par des proches de Macron. ah oui, c'est pour ça que je rigole, je suis bord de rire. Donc maintenant, je pense que Entre Macron. Najat Belkacem pour l'un des instituts de sondage, entre le beau-fils de Macron pour l'autre, Ouais. et le troisième qui est tenu également par un de ses proches. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas de surprise à attendre et qu'en fait, ils arrivent à manigancer. C'est l'un des outils également avec la presse, c'est l'utilisation des Bah, sondages. tu te rends compte l'influence que ça a sur la Ils envoient population? des bouées à la mer comme ça, des cacahuètes pour essayer de prendre le pouls et en fonction du résultat, eh bien, ils orientent les choses et la politique C'est ça. Mais ad maintenant, hoc. moi, si tu veux, j'ai beaucoup de mal. Moi, si tu veux, tu le sais, Richard, bon, en privé, on s'est dit. Moi, j'ai quitté la France. Ça fait des années que j'ai quitté la France. J'ai vécu dans 11 pays différents quand même. Donc, j'ai une vision. J'ai vécu dans les pays de l'Est. J'ai vécu tu sais, au Canada, aux États-Unis. J'ai vécu un peu partout. Donc, si tu veux, j'ai une vision depuis le Canada. Quand je regarde ce qui se passe en France, je m'y intéresse parce que je resterai français. C'est mon pays. Je regarde ce qui s'y passe. Mais je serais très mal placé pour le juger. Je veux dire, tu vois, je suis très fier d'un mec comme. J'adore un mec comme Olive, ce qu'il fait, comment il a investi là-dedans. Je veux dire, je me permettrai jamais de juger. Je suis loin. Tu vois, je suis plus là. Moi, mon combat aujourd'hui, il est au Canada. J'ai une opinion sur ce qui se passe, la façon dont ils orientent la politique. Mais je suis qui pour donner mon opinion là-dessus? Je suis loin. Je suis plus en France depuis des années. Je viens de temps en temps pour la famille, mais je vis plus et puis je vis plus là. Donc, j'ai énormément de mal à avoir une opinion. Tu vois, moi, si tu me demandes mon avis comme ça, je te dis aujourd'hui, je préfère être à Paris qu'être au Québec. Parce que, bon, plus en France, je vois qu'ils parlent moins de la Covid. Je sais que, bon, tu peux te débrouiller avec le pass sanitaire, etc. Alors qu'ici, c'est quasiment une prison à ciel ouvert, tu vois. Donc, mais peut-être que toi, tu vas me dire, Richard, Olivier, non, tu te trompes, la France, c'est une grosse galère. Moi, je n'ai pas l'image. Je ne sais pas si les restaurants sont vides. Je ne sais pas si les salles de sport sont vides. Je ne le sais pas. J'y suis pas. Je ne le vois pas, En ça. tout cas, la situation politique et sociale en France et économique extrêmement compliquée. Et nous, en tout cas, on est entouré de gens qui aujourd'hui tirent la langue, souffrent. Ah oui. On ne fait pas les malins ici, hein, attention. Hein. Bah ici, tu sais que ici, nous, ça va nous arriver avec le décalage de la France. Nous, il faut que tu saches qu'il y a l'argent hélicoptère qui est donné par le fédéral depuis 1 an et demi et ça s'arrête le 23 octobre. Donc, je peux te dire qu'à partir du 23 octobre, ici, ça va faire très, très, très mal. Là. Quand l'avion ravitailleur va être décroché du 747, je peux te dire que le 747, quand il va s'écraser, ça va faire un gros dégât. Là, les gens ne le voient pas venir, ça.
parce que tu sais, tout le monde est à la maison, plus personne travaille, il y a une pénurie de personnel invraisemblable. Tu sais que tu as des restaurants aujourd'hui au Québec qui ne sont pas ouverts faute de personnel. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire. Ça n'ouvre pas à cause de la Covid, ça n'ouvre pas parce qu'il n'y a pas de personnel. Parce que les gens restent à la maison, ils touchent 2 000 $ par mois. Le gouvernement leur envoie 2 000 $ tous les mois pour rester chez eux. Mais ça, c'est le 23 octobre, c'est terminé. Tu vas voir l'écrasement de l'avion. Je te le dis, c'est très violent ce qui s'en vient. C'est bien pire que la Covid, bien, bien, bien pire. En tout cas, Olivier, merci infiniment d'être venu participer à cette émission. Avec plaisir. Très bonne chance pour la suite et notamment ce voyage aux États-Unis. Où tu vas aux États-Unis exactement? Au Texas? Nevada. Nevada. Ouais. Superbe. En tout cas, c'est des très belles régions. En tout cas, tiens-nous au courant de ce qui se passe, de la suite. Hein, tu es l'ami de la Une et la Une va bien te le rendre, en tous les cas, on espère. Ouais. Et en tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre si fidèlement. N'hésitez pas donc à nous dire sur notre nouveau site qui est apparu la semaine dernière. On tient à remercier vraiment à la fois Renaud, qui s'occupe de l'orchestration de l'ensemble, Philippe Renaud, qui s'occupe de la mobilisation. Il est gentil, Philippe. Ah, ouais, ça, les invités l'adorent et il fait un travail de fond et un travail remarquable. Et également les filles de la com qui promeuvent toutes nos émissions, les animateurs avec bien sûr Natacha, les Dukes, Abdel, qu'on va retrouver Abdel dans un instant. On est très content en tout cas de l'avoir parmi nous. Et puis également toutes les personnes qui sont de près ou de loin rattachées. Je ne vais pas tous les citer. Jean-Pierre, bien entendu, qui fait toutes ces interviews. Annabelle qui est avec nous, les David, les pompiers, tout ça, qui sont également, qui font partie de l'équipe. Et j'en ai oublié aussi sûrement. En tout cas, merci à vous tous. Et toi, Richard, il faut se nommer parce que ce que tu fais depuis le début et même à l'époque où tu étais avant, où tu travaillais, tu fais un travail de fond et ce que tu fais comme travail d'éveil collectif, je te le dis en toute sincérité, c'est fondamental, c'est aussi important que tout le reste. Chacun met le pied à l'édifice et ce que tu fais, il faut le mettre en avant, c'est très important, très, très important. Merci Olivier, merci à vous. Et puis à demain pour une nouvelle émission donc, de Onde de choc. Et bien sûr, retrouvez-moi également sur la Minute de Ricardo, comme tous les jours. Au revoir. Salut. Merci Olivier. Salut.